Bienvenue, Brahim Sbahi. Bonjour. Je rappelle que vous êtes vice-président d'entreprise chez Orange Maroc. Absolument. Et bienvenue également, je ne vais pas dire au Breton, hein, ça vous fait sourire, Olivier, Paul Le Dantec, directeur aménagement du territoire auprès des collectivités locales en France. Donc on parle de numérisation, digitalisation, mondialisation, démondialisation, aménagement du territoire et consommateur final, usager, où tout le monde devra cohabiter en toute intelligence dans ce nouveau monde. Donc, Brahim Sbahi, grosso modo, qu'est-ce qui est en train de se dessiner en termes de contours de ce nouveau monde et quels sont les véritables enjeux humains et également en termes économiques et aussi au niveau, de solutions technologiques? D'accord. Je pense sincèrement qu'on est en train de vivre une rupture technologique qui sera beaucoup plus impactante et plus grande que ce qu'a été l'avènement de l'Internet dans nos vies, que ce soit comme étant un individu vivant dans une entité ou bien comme entreprise. Donc ce changement, cette rupture technologique, elle vient à travers la digitalisation. Donc en fait, je pense qu'on est en train de sortir d'un modèle où la finitude des biens, et elle a montré un petit peu ses limites, et on rentre, on est projeté, qu'on le veuille ou pas, dans un nouveau monde à travers une nouvelle matière première qu'on appelle la data, à travers la digitalisation. Et donc cette data, elle a par exemple, ne serait-ce que pour les entreprises, parce que c'est ce que je représente, en termes d'enjeux. elle a en fait complètement déstabilisé, changé le centre de gravité des entreprises en le bougeant. Avant que l'entreprise, c'était des actifs. Aujourd'hui, c'est l'information que vous avez. On parle beaucoup de data, mais la data, c'est la matière brute, c'est l'information que vous en tirez. La donnée. La data, c'est la donnée. Ce qui est important, c'est le foisonnement de données ou l'utilisation des données? C'est la combinaison des deux, parce que si vous avez le foisonnement de données, il faut savoir, parce qu'une data, ça se stimule, il faut la créer, il faut la capturer, il faut la transporter, il faut la sécuriser, il faut la stocker, mais à un certain moment, il faut l'analyser. Il faut en sortir l'information qui sera utile aux uns et aux autres. Et tout ce process-là, il est en cours de maturité ou maturisation, je ne sais plus quel est le mot, mais sachant qu'il y a déjà les gens de l'Internet, les Facebook et autres, qui l'ont déjà pratiqué, qui maîtrisent et qui ont un vrai savoir-faire technologique en la matière. Absolument, mais on parle d'intelligence artificielle, de machine learning et autres, qui sont des outils supplémentaires qui vont encore tirer profit de manière beaucoup plus rapide et plus approfondie de ces datas et des informations qu'on peut en sortir. Paul Le Dantec, directeur aménagement du territoire, vous êtes l'expert des collectivités locales, retour d'expérience France là-dessus. La France qu'on dit un peu en retard vis-à-vis d'un certain nombre de pays européens sur la digitalisation dans sa globalité. Et avoir pour vous, parce que nous aussi au Maroc, le principal défi, c'est l'aménagement du territoire, comment rendre les territoires intelligents avec des individus aussi qui apportent aussi en termes de création de valeur de l'intelligibilité. Alors, la France s'est rendue compte des besoins du numérique, elle a besoin des usages croissants, et pas uniquement dans les grandes villes. Et ce qui était essentiel pour le gouvernement et pour les opérateurs, c'est arriver à couper de l'isolement certaines zones plus rurales et qui bénéficient de ces usages, que ce soit au niveau des particuliers, mais également au niveau des entreprises, et pour développer le business des entreprises, et pas uniquement dans la région, mais sur l'ensemble du pays et à l'international. Et là, sortir des zones dynamiques, c'est ça, et des grands centres-villes, aller un peu à la campagne, pour la faire un peu court. Oui, parce que des personnes qui habitent en ville, qui ont envie de déménager à la campagne et d'avoir accès aux mêmes services, faire du télétravail, créer leurs entreprises également en zone rurale, développer des nouveaux services, notamment avec du service à la personne, il y a plein de choses à faire. Alors évidemment, pour supporter ces usages, il faut des réseaux. Il faut des réseaux avec du débit. Aujourd'hui, on ne peut pas faire du télétravail si on n'a pas du 8 mégas ou plus. Et on ne peut pas créer une entreprise si on n'a pas du 30 mégas ou plus. Et donc, la France a fait le pari de la fibre optique. Et on pense que c'est un bon pari parce que certains pays européens comme la France, comme l'Angleterre et l'Allemagne, eux, ont fait plutôt le choix de la modernisation du réseau cuivre existant et ils voient maintenant les limites, commencent seulement maintenant à déployer le FTTH. Donc je ne pense pas que la France soit en retard. Je pense que la France, elle est même plutôt en avance par rapport à la technologie cible qui est la fibre optique, puisqu'on aura bientôt un Français sur deux qui aura accès au service de la fibre optique. Ça permet quoi concrètement, Paul Le Dantec, le fait d'avoir accès? C'est-à-dire j'ai accès au très haut débit, j'ai accès à la fibre optique. Quand on est un usager, qu'on s'appelle Henri, qu'on habite dans l'Aveyron, ou qu'on s'appelle Ali, qu'on habite dans le sud du Maroc,
J'ai effectivement l'accès au débit, mais qu'est-ce que ça m'apporte concrètement Alors, en termes de valeur, hein? Tout le monde ne le sait pas. Oui. Et effectivement, il y a une vraie sensibilisation à faire. On appelle ça l'inclusion numérique. Et on a un gros travail entre les opérateurs, le gouvernement, de formation, de sensibilisation de ces particuliers, de ces entreprises pour leur montrer les usages, mais également développer les usages qui n'existent pas encore sur ces besoins nouveaux de la ruralité. Ce qui est quand même fou, c'est qu'on n'arrête pas de parler on fallait passer par la 1G, 2G, 3G, 4G, bientôt 5G, et que peut-être le commun des mortels n'est pas forcément sensible aux enjeux, y compris au niveau peut-être de l'entreprise également, Brahim Ismail. Non. Parce que, sauf si on est dans la finance et qu'on a des partenaires, des clients un peu à l'étranger, et qu'on a son siège par exemple basé à Londres et qu'on a des clients à New York, là effectivement on est sensible à ces questions-là, au haut débit, parce que la vitesse d'exécution et le transfert des données est important. Mais on a l'impression que quand on est sorti de ces carcans-là, entre guillemets, on n'est pas forcément très sensible. Écoutez, j'ai l'impression que, je comprends ce que vous dites, mais sincèrement, j'ai l'impression que les gens le comprennent, notamment au sein de l'entreprise, pour la simple raison que nous avons beaucoup de demandes. On discutait avec une association des petites entreprises, enfin les SOHO, et ils ont eu des demandes très précises concernant la connectivité, parce que cette fracture numérique, ils en sont conscients parce qu'ils n'avaient pas accès à eux, ce qu'ils appellent l'Internet. Effectivement, l'accès à l'Internet, bon, maintenant il faut mettre… démocratisé Oui, totalement, ça. Voilà. Partout. Oui, mais maintenant, au-delà de ça, et je rejoins un petit peu ce que tu disais, c'est le premier niveau, c'est la connectivité entre guillemets physique. Donc j'ai accès au réseau, d'accord. Mais après, effectivement, il faut développer les usages. Le réseau à très haut débit, il y a quand même une marge. Voilà, oui, bien sûr qu'il y a une marge. Est-ce qu'on est dans une société aussi où le mindset de l'individu, il en veut toujours plus, c'est toujours plus vite? Il veut toujours plus dans le sens où aujourd'hui, quand vous allez sur un site web et qu'il met plus de 3 secondes, vous sortez. Parce que c'est long, vous n'avez pas le temps, vous passez à autre chose. Et donc ça, c'est quelque chose que les entreprises, par exemple, qui sont sur le web, mesurent de manière très très précise. Parce qu'ils veulent une rapidité de réponse aux requêtes des entreprises. Donc le fait qu'on passe de la 4G à la 5G, ça a son importance. Mais ça ouvre des opportunités à travers la technologie, à travers les problèmes que ça résout, qui ne pouvaient pas être abordés du tout avec les technologies actuelles. Est-ce que comme argument pour vous, Brahim Sebaï, c'est l'argument auprès de l'entreprise de se dire c'est la 5G, la vitesse, la fibre, que ça aille beaucoup plus vite en termes d'accès de données, voire également de transfert, c'est un gain de productivité, de compétitivité. Est-ce que vous pouvez faire une démo là-dessus pour démontrer par A plus B que c'est la réalité? Bien sûr, parce auprès que… du chef d'entreprise. Absolument. Quels que soient les secteurs d'activité. Mais absolument, parce que d'abord, il faut avoir accès à cette connectivité et après, il faut que la connectivité soit de qualité en termes de SLA, de disponibilité. D'ailleurs, vous savez, pour dire que les entreprises en sont conscientes, beaucoup achètent des SLA. C'est-à-dire, ils disent, si ça tombe en panne… SLA, c'est Service Level Agreements. Donc, si ça tombe en panne, je vais te dépanner en moins de 4 heures. Il y en a qui font 2 heures, il y en a qui demandent 1 heure, et il y en a qui veulent des réseaux complètement redondants parce qu'ils ne peuvent tout simplement pas se permettre de tomber en panne. Donc en fait, ce raisonnement logique pour dire que l'augmentation du débit et surtout du délai de transit s'améliore est très importante. Si il n'y a pas la 5G, il n'y aura pas de machine-to-machine, il n'y aura pas de voiture autonome. Parce que le délai de transit dans la 5G, il est 20 fois inférieur à celui de la 4G. Ça veut dire que si on n'est pas fibré, qu'on n'a pas la 5G, on va être coupé du monde. C'est pas la Non, fracture mondiale numérique. Vous n'allez pas être coupé du monde, Oui. mais il y a un du certain monde, nombre de en tout cas, choses. du monde qui gagne, du monde qui avance. Voilà, du monde de demain. Oui, mais le monde qui avance. Absolument, du monde de demain et après-demain. Paul Le Dantec, vous, c'est plutôt le secteur public que les collectivités territoriales. Comment ça se passe? Comment en France, en tout cas, les zones d'intervention où vous travaillez, où vous exercez, comment les choses se sont mises en place au niveau de l'Hexagone? On sait très bien qu'il y a beaucoup de résistance aussi conservatrice et que les choses ont dû peut-être se sont faites un petit peu dans la difficulté pour remettre un petit peu, poser l'enjeu de la mondialisation, de la numérisation, de la digitalisation, de la fibre, de la 5G, parce qu'il fallait bien se mettre aussi, à l'horloge mondiale. Bon, alors la 5G, on y vient, mais la 5G, on n'y est pas encore. On n'a pas commencé les déploiements, on commence seulement les expérimentations. Effectivement, il y avait un enjeu de déployer partout, aussi bien sur des réseaux fixes, en fibre optique ou des technos alternatives qui permettent le très haut débit, que sur le réseau mobile, et en particulier avec la technologie 4G. Donc on a eu des échanges avec le gouvernement, parfois un peu musclés, mais le plus souvent en bonne coordination, pour pouvoir trouver des solutions, et en particulier des solutions économiques, pour pouvoir déployer partout, que ce soit
en zone urbaine ou en zone plus rurale. Et effectivement, il y a eu pas mal d'innovations faites dans des modèles économiques, dans des modèles juridiques qui ont permis de trouver des solutions pour déployer aussi bien le réseau mobile que sur le réseau fixe. Enfin, quand je parle au passé, mais on y est encore, hein, mais on est en plein dedans. Mais ça s'est matérialisé comment? Eh ben, ça s'est matérialisé par des réseaux d'initiative publique. Ouais. Donc ces réseaux soumis à appel d'offres avec des investissements mixtes publics-privés qui permettent de trouver une équation financière acceptable pour pouvoir déployer et commercialiser un réseau, y compris dans l'hyper-ruralité. Et ça s'est traduit également sur la partie mobile par des engagements pris par les opérateurs pour déployer un réseau de qualité avec le gouvernement. Est-ce qu'il y avait le souci de gagner de l'argent ou c'est des soucis de se dire voilà, il faut mettre ça en place parce que c'est nécessaire pour le territoire et pour le développement du territoire et pour que ce territoire-là soit vivant et dans les radars aussi, j'ai envie de dire, européens et mondiaux? Alors, je peux vous parler de la France, mais en France, nous, Orange, on est l'opérateur historique. Avant, on s'appelait France Télécom et effectivement, on était une entreprise publique et c'est dans la culture et dans l'ADN d'Orange d'apporter le service aux particuliers et à tous les particuliers. Ceci étant dit, on est effectivement une entreprise avec des entreprises concurrentes, on doit une forme de rentabilité. C'est pour ça que je pose la question de passage. Et donc c'est un peu les deux, quoi. Ma réponse c'est un peu les deux, évidemment, c'est dans notre ADN et dans notre culture d'apporter le service, et en particulier le service au public et à tous les publics, mais c'est également notre nécessité de parler à nos investisseurs pour leur montrer que c'est des opérations qui ont du retour sur investissement. Et des opérations rentables. Moi, j'espère sur la dimension financière, parce que c'est des charges, c'est des investissements importants. Il y a nécessairement l'obligation de trouver aussi un écosystème. Bien sûr. Ne serait-ce que pour arriver à un seuil d'équilibre sur les 5, 6, 7, 8 prochaines années. D'abord, dès que vous parlez fibre optique, il faut parler 20 ans. 15-20 ans minimum. Retour sur investissement. Retour sur investissement. C'est-à-dire aujourd'hui, quand vous mettez une fibre, elle sera rentable peut-être dans 15-20 ans. Donc c'est dans cette logique-là qu'on s'inscrit. Quand Orange a décidé de lancer la fibre optique au Maroc, parce qu'on ne croyait pas à la DSL, justement parce que d'abord on n'en avait pas, c'était difficile d'en acquérir. Et c'était l'opérateur historique qui l'avait. Et c'était l'opérateur historique. Donc en fait, on a mis une croix sur la DSL, on est parti directement sur la fibre optique. Donc effectivement. Est-ce que, avec du recul, Brahim Seberi, c'est une question qui me vient à l'esprit, est-ce que ça vous a rendu service? Je pense le fait que quelque part l'opérateur historique avait la main sur la DSL et que vous, c'était un peu compliqué lorsque vous êtes arrivé sur le marché, que du coup, là, vous passez directement à la fibre optique et tant mieux. Avec du recul. Oui, on peut dire ça, mais bon, je veux dire qu'on aurait fait du bien aussi avec la DSL. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, on est parti sur la fibre optique et bien sûr qu'on est une entreprise. À un certain moment, on est un PNL et qu'on doit être rentable. Mais sachez que l'opérateur investit à long terme quand il fait de la fibre optique et on s'inscrit dans. Quand vous déployez 100 fibres optiques, si vous en vendez 15, vous êtes bien. Donc le taux aujourd'hui, c'est 100. Je vends 15% de ce que je déploie. D'accord. Ça va coûter quoi pour l'entreprise? Ça coûte beaucoup. Je veux dire, aujourd'hui, on déploie l'infrastructure. La charge financière pour l'entreprise aujourd'hui, qui souhaite être connectée, avoir une vraie connectivité et qui souhaite être arrimée, j'allais dire, au wagon du très haut débit. Je vous fais deux réponses. D'abord, nous, on investit 1,3 milliard par an sur notre infrastructure réseau. Il faut savoir que le réseau, ce n'est pas un réseau Orange, mais c'est un bien du pays. Je pense sincèrement qu'il faut commencer à le voir comme ça. Parce que ça ramène. C'est-à-dire que c'est un bien commun, c'est un bien commun. Oui, ça appartient au collectif parce que. Mais qui est payant. Bien sûr qu'il est payant. Ouais, bien sûr. L'eau est payante. Je veux dire, tout est payant. C'est un bien collectif, mais il est payant. On nous dit que même l'air va être payant. Peut-être l'oxygène. Mais en tout cas, l'autre partie, c'est qu'il fallait absolument que la fibre optique soit au prix de la DSL. Oui. Et donc, vous regardez aujourd'hui, c'est que le débit de la fibre optique est au moins multiplié par 2. Donc, la DSL vous donnez 4, 5, 6 mégas. Nous, on fait des 12 mégas au prix de la DSL. Donc, il fallait absolument qu'elle soit proche de la poche, enfin de la capacité de paiement de monsieur tout le monde au Maroc, c'est-à-dire du père de famille ou bien d'une entreprise. Avec le déploiement et la vitesse que prendra le déploiement de la fibre, est-ce que le chef d'entreprise qui voudrait être connecté ou le particulier qui voudrait être connecté chez lui, est-ce qu'ils paieront le même prix? Est-ce que ça sera la même tarification ou pas? Non, je pense que l'offre pour le particulier est une offre particulière, parce qu'elle est pour particulier, parce qu'elle a besoin moins de garantie de service. Donc on parle de FTTH, d'accord, Fiber to the Home. Et puis l'autre partie qui est FTTO, donc pour les office, d'accord, il a une garantie de service, de rétablissement, de débit. Je peux vous garantir le débit sur une entreprise, parce qu'elle en a besoin. Il parlait tout à l'heure, il faut 8 mégas pour faire télétravail et franchement 30 mégas pour commencer à travailler de manière sérieuse. Donc ça, je peux le garantir à travers la fibre optique. Donc ça a un prix différent de ce que peut avoir le particulier qui vit très bien en faisant de la télé haute définition et avoir 3 ou 2 gamins connectés sur Internet, quoi. Paul Dantec, vous qui êtes l'expert en termes d'aménagement du territoire, est-ce qu'on vit mieux
lorsqu'on est citoyen lambda, mais qu'on est connecté. Parce qu'aujourd'hui, il y a des régions entières, il y a des villes en France où il y a des exemplaires d'ailleurs, hein, en matière de connexion, de connectivité. Je pense à des villes comme Montpellier, où il y a des régions entières où il y a du gros travail qui a été fait. Est-ce qu'on est mieux, on se sent mieux en termes d'appartenance à sa ville, à son quartier, à sa région? Parce qu'il y a le bien-être, à mon avis, du consommateur, de l'usager, du citoyen qui est au centre. Aujourd'hui, on considère que les usages du numérique, c'est plus un confort, et les débits, c'est plus un confort, c'est une nécessité. Et c'est pour ça qu'il y a ces actions fortes également de la part du gouvernement. Aujourd'hui, les services numériques, c'est de la télé haute définition, c'est plusieurs utilisateurs connectés en même temps, c'est faire du télétravail, c'est se mettre plusieurs à faire du télétravail en même temps. Aujourd'hui, on peut pas s'affranchir du numérique. Paul Le Dantec, est-ce que c'est aussi passer beaucoup de temps chez soi, commander sa pizza ou ses sushis à la maison? C'est moins de liens sociaux et moins de cohésion sociale entre individus, entre humains? Est-ce que c'est ça aussi le prêt à payer, le revers de la médaille ou pas? Alors, non, enfin... je sais pas, parce que j'ai l'impression qu'en fait on commande tout à la maison, donc tout est pratique, tout est facile, ça va aller encore plus vite avec la 5G et la fibre. Donc voilà, donc je me dis, est-ce que là aussi, le vivre ensemble, est-ce qu'il y a un enjeu aussi à ce niveau-là? Il y a évidemment un enjeu là-dessus, il y a une vigilance à avoir là-dessus, c'est évident, mais il y a également quelque chose d'important, c'est le développement du service à la personne et des nouveaux usages, et ça c'est quelque chose que le numérique peut fortement aider. C'est-à-dire que l'humain atteint ses limites? Il y a des personnes aujourd'hui en zone rurale qui doivent faire 50, 100 km en voiture, qui sont plus forcément en état de conduire pour accéder aux services de première nécessité, comme le médecin, comme le supermarché. Et en fait, l'avantage des nouveaux services du numérique, c'est qu'il va pouvoir y avoir de l'aide automatisée et des services qui vont pouvoir résoudre ces problèmes. Assuré toujours par l'humain, pas par un robot. Non, je pose. Assuré par l'humain. Par l'humain, il y aura toujours, même s'il y a un robot derrière, mais il y aura toujours un humain devant. Pas la boule de cristal. Évidemment que l'automatisation du monde, c'est quelque chose sur lequel il faut être vigilant, mais je n'ai pas trop de contrôle dessus. Juste aussi sur une petite question sur le fait qu'il y a des études comme ça qui sortent ici et là, qui disent voilà, attention, la 5G aussi, ça peut être aussi à l'origine de problèmes de santé. Vous avez vu un petit peu ça? Oui, j'ai lu ça. Très haut débit. J'ai lu ça, on l'avait entendu sur toutes les technologies, la 4G, la 4G+, la 3G et autres. Sincèrement, je suis pas habilité dans le sens où je l'ai lu, oui, mais je ne sais pas si c'est vrai ou pas vrai. Donc voilà, je l'ai lu comme monsieur Lambda, quoi. Mais si s'il y a un chef d'entreprise qui vous interpellait là-dessus, vous qui incarnez et qui véhiculez l'image d'un opérateur télécom, qu'est-ce que vous diriez? La réponse officielle que je donnerais, c'est que si Orange le met en place, c'est que on a pris le temps de comprendre les impacts potentiels et qu'on a pris la décision de le faire, c'est que ce n'est pas impactant pour la santé, quoi. Et voilà. si on vous dit, Brahim, j'ai envie d'investir dans un terminal 5G, vous dites, vas-y, fais-le tout de suite. Sûr. Non, je peux. Absolument. Aujourd'hui, au Maroc, je le fais? Non, aujourd'hui, il n'y a pas de 5G, donc ça serait non, mais dommage dans la perspective de... Oui, le timing, c'est quoi? Non, on ne sait pas. Vous savez, le problème avec la 5G, je pense que Yves Gauthier l'avait dit ce matin, c'est qu'il n'y a pas un seul business case qui l'a justifié, en tout cas aujourd'hui. D'accord, donc on part de 2021, 2022, voilà, et je pense que c'est un déploiement. 2021, 2022, c'est peut-être aussi demain, ça va très très vite aujourd'hui. Ça va très très vite, je suis d'accord, mais c'est pas aussi facile que ça. Je veux dire, aujourd'hui, il est très poussé par les constructeurs, parce que c'est leur boulot, mais aujourd'hui, nous, opérateurs qui ont supporté la charge financière extrêmement lourde, parce que d'après la technologie, il faut énormément de sites pour ne pas trop rentrer dans le détail, pour un petit peu avoir la connectivité qu'il faut, et bien c'est extrêmement, extrêmement cher. Ici, ce sera les sites en leasing. Écoutez, locatif, non, c'est juste les modèles, les différents modèles. Je ne sais pas, donc oui, il faut des partages d'infrastructures en tout cas. Il faut des partages d'infrastructures et il faut que ça soit bien régulé. Interconnecter d'abord les opérateurs, c'est ça? Voilà, absolument. Paul Le Dantec, sur vous, donc la France, parce que nous, le Maroc, Brahim Sebaï nous dit que c'est 2020 ou 2021, la 5G. En France, c'est les démos actuellement. Et après les démos, la phase démo, il y a, je crois, une quinzaine de villes où il y a des tests et depuis un certain nombre de mois, à titre expérimental. C'est quoi l'étape d'après? L'étape d'après, ça va être effectivement de déployer un peu comme c'est un nouveau réseau à construire sur les réseaux existants. Donc ça va être déployer les grandes villes et puis après les zones périurbaines et ensuite progressivement aller sur le rural, c'est ça? Ouais. Et là, il y a équité entre régions riches et régions pauvres? Parce que nous, ça va se poser aussi en termes de modèle.
Et en France, il y a des Île-de-France, je ne connais pas c'est la le région planning des de gares. déploiement, je ne sais même pas s'il est défini à date. Ouais. Je ne dirais pas qu'il y a des régions riches et des régions pauvres. Aujourd'hui, justement, Bah, il y a- on déploie les réseaux pour lutter contre la fracture numérique et on essaie de les déployer de manière uniforme partout. On a des responsabilités au niveau des déploiements de la 4G, au niveau de la fibre, pour pouvoir donner l'accès à tous. Donc, on garde cette logique et on va essayer justement de faire en sorte que cette logique soit respectée, y compris pour la 5G. Pour nous, Écoutez, je pense sincèrement que ça va le haut débit commencer. pour tous. le débit C'est quoi? pour C'est un tous, rêve, c'est une lubie, c'est c'est l'ambition? Je pense que la 5G va commencer d'abord dans les grosses agglomérations parce que ça sera d'abord un besoin, je pense, entreprise. D'accord. Aujourd'hui, avec la 4G et les 4G+, on peut faire du 500 mégabits par seconde. Pour un individu, qu'est-ce que vous allez en faire sincèrement aujourd'hui? C'est plus qu'assez, en tout cas pour l'usage. Et par la suite, bien sûr, il faut l'étendre. Je pense qu'il faut développer davantage ce qu'on appelle les SU chez nous, les services universels, et le partage d'infrastructures pour que ce déploiement soit le plus rapidement possible et qu'il puisse atteindre aussi les régions éloignées. Et développer bien sûr le pouvoir d'achat aussi pour qu'il y ait de plus en plus de consommateurs qui soient... Vous savez, tout à l'heure, je regardais un collègue d'Orange France qui parlait des déploiements de la fibre. Chaque fois qu'on déploie de la fibre quelque part, il y a 7% de moins de chômage. Parce que ça génère de la valeur. Je lisais dans un rapport aux États-Unis, je pense que pour $1 investi, ça ramène à peu près entre 15 et $19 de revenus. Donc le réseau, le débit, la connectivité, c'est un catalyseur de business et ça lutte contre le chômage. Tant mieux pour nous parce qu'on a besoin de nouveaux relais de croissance. Donc, Absolument. Si ça peut passer, le salut peut passer par la fibre optique et la 5G, tant mieux. Merci en tout cas, Brahim Sbehi, Je vous en prie. vice-président d'entreprise Orange Maroc. Et merci également à Paul Le Dantec. Je ne vais pas dire le breton parce que je l'ai fait à l'aller, donc je ne vais pas le faire au match retour, en fermeture de débat, qui est directeur aménagement du territoire auprès des collectivités locales en France. C'était un grand plaisir. Merci beaucoup à vous et belle journée. Je vous en prie. Merci. Excellente journée.